Dobry bien tavalici. Alors aujourd'hui et dans cette deuxième partie, nous allons parler de la lutte des classes. Toujours pour la structure sociale, un concept clé fondamental, c'est l'œuvre de Marx sur la lutte des classes. Alors qu'est-ce que c'est que la lutte des classes? Alors déjà, on va reprendre ce que c'est que le concept de classe pour Marx et les marxistes. C'est un concept un petit peu particulier. Vous avez deux choses. Vous avez la classe réelle, qui est la classe à laquelle vous appartenez. Si vous êtes un ouvrier, vous portez un pantalon bleu, une casquette, vous travaillez dans une usine, voilà, de fait, votre classe réelle, vous êtes un ouvrier. Si vous êtes un petit peu dodu avec un costume, une cravate, vous êtes de fait un bourgeois. Point barre. Ensuite, vous avez la conscience d'appartenance. Pour vraiment que la classe sociale fonctionne, il faut que vous ayez conscience d'appartenir à la classe ouvrière, ou il faut que vous ayez conscience d'appartenir à la classe bourgeoise. Alors pour Marx, la conscience de classe, chez les bourgeois, elle existe de fait. Ils se regroupent entre eux, ils font des affaires entre eux. Par contre, chez les ouvriers, on n'a pas forcément de conscience de classe. Les ouvriers n'ont pas forcément conscience d'appartenir au même groupe social, la même classe sociale, selon la définition de Marx. Et pour Marx, un des défis et une des raisons pour lesquelles il écrit son livre, c'est justement de faire prendre conscience aux ouvriers qu'ils partagent une classe sociale. Alors pour Marx, la lutte des classes c'est quelque chose de très particulier. Pour Marx, alors, le professeur d'histoire que je suis vous rappelle que pour Marx, la lutte des classes c'est le moteur de l'histoire. On a d'abord la lutte entre les esclaves et les maîtres, à l'époque des Romains. On a la lutte entre les paysans et les chevaliers, à l'époque du Moyen-Âge. On a la lutte entre les nobles et ceux qui ne le sont pas, à l'époque contemporaine. Et ensuite, on a la lutte entre les ouvriers et les bourgeois. Tout ça, pour Marx, grosso modo, le sens de l'histoire, c'est la lutte entre ceux qui possèdent le capital et ceux qui ne le possèdent pas. Un esclave ne possède pas le capital, un patricien à Rome possède le capital, de la même façon qu'un bourgeois possède le capital au XIXe siècle, alors qu'un ouvrier ne le possède pas. Pour lui, c'est cette lutte entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas qui fabrique le sens de l'histoire. Alors normalement, dans l'idéologie de Marx, toutes les sociétés doivent se succéder, depuis des sociétés esclavagistes antiques, les sociétés féodales, ensuite les sociétés capitalistes, ce que Marx connaît au XIXe siècle, ce qu'on connaît toujours, puis ensuite on doit passer à une société communiste grâce à la révolution du prolétariat. La classe ouvrière, consciente d'appartenir à la même classe, devrait s'unir, puisqu'ils sont beaucoup, pour prendre le capital aux capitalistes, et partager les biens pour vivre dans un état communiste utopique où il n'y aurait pas de possession. Le concept de la propriété serait aboli, tout appartient à l'État qui établit une égalité parfaite entre les hommes. Il n'y a donc plus de classe sociale. Pour Marx, le sens de l'histoire, c'est la suppression des classes sociales. Alors le travail de Marx déjà ne se résume pas qu'à cette vision de sociologie. Marx était un auteur qui se voulait plus un économiste. Si vous voulez en savoir plus sur la vision qu'avait Marx de l'économie, laissez-moi un commentaire et éventuellement je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus. Mais pour notre cours de sociaux, on va vraiment s'arrêter à ça. Le fait que la définition par Marx du concept de classe sociale va marquer tout le 19e puis tout le 20e siècle. Marx, quand il était tranquillement posé à la terrasse de son café à Bruxelles et qu'il a écrit Le Capital, vous n'imaginez pas du tout que à peu près 150 ans après, on en parlera encore, puisque vous verrez, depuis les années 2000, avec la conscience de classe, cette idée marxiste de classe n'est pas complètement morte et enterrée en 91 avec la chute de l'URSS. Alors, ceci dit, après Marx, alors longtemps après Marx, puisque Weber il vit à peu près un siècle après Marx, il va redéfinir ce concept en se disant que les classes sociales, ce qu'a fait Marx, c'est un concept qui est dépassé, qu'on ne peut pas définir uniquement les gens par rapport à une possession, puisque je vous rappelle que si vous êtes un capitaliste, si vous êtes un bourgeois, c'est parce que vous possédez le capital. Si vous êtes un prolétaire, c'est que vous ne possédez pas le capital. Donc la lutte des classes, c'est fondé sur la possession. Weber, il va dire, pas du tout, on ne peut pas baser une typologie pour trier alors classes ou groupes sociaux. On dit plutôt groupes sociaux aujourd'hui, puisque classe sociale, c'est un côté un peu par révolution. Pour faire un groupe social, Weber, il va faire ce qu'on appelle des groupes de statut. Pour Marx, l'appartenance à un groupe, à une classe, ça va être fonction de deux choses. Il va garder le revenu, pas la propriété, le revenu. Et il va également prendre en compte le patrimoine. Et avec ça, il va ajouter quelque chose, c'est la position dominante ou pas que vous allez avoir dans une société. En gros, on va considérer que vous avez une position dominante socialement parlant si vous avez un salaire qui est élevé et si vous êtes un poste élevé dans la hiérarchie. En gros, si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous êtes chef de plein de gens, vous avez un rôle dominant. Vous êtes un petit peu comme les bourgeois de Marx. Vous n'avez pas besoin de posséder
du capital. Vous pouvez parfaitement être employé d'une très grande entreprise, vous êtes employé, vous ne possédez pas l'entreprise, mais vous avez un salaire très important, vous commandez plein de gens. Voilà, pour Weber, vous êtes un dominant, vous faites partie du groupe des dominants. Alors à ça, Weber va également ajouter d'autres choses. Hein. On peut considérer que vous dominez socialement, à condition également d'avoir le prestige qui va avec. Si les autres vous considèrent comme votre poste social, votre place sociale avec envie, qu'ils la convoitent, dans ce cas-là, ça va renforcer votre domination. Hein, on a trois choses importantes. Vous êtes socialement dominant si vous êtes chef d'une entreprise, parce que vous avez des revenus qui sont importants, l'entreprise ne vous appartient pas forcément, mais vous avez un salaire qui est important. Vous avez un pouvoir important sur les autres, vous pouvez les contraindre à faire plein de choses, et votre poste est prestigieux, les autres vous envient. La position sociale que vous occupez est considérée comme bénéfique. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous n'êtes pas réellement dominant. Alors Weber, il va également définir deux types de groupes. On va avoir les groupes d'appartenance. Vous appartenez à un groupe parce qu'on voit que matériellement, vous avez du pouvoir, vous êtes un chef, vous avez beaucoup de revenus et votre poste est prestigieux. Donc indiscutablement, on a des groupes d'appartenance. On va regarder tout, par exemple, les chefs d'entreprise vont appartenir au même groupe. Tous les employés de l'entreprise vont appartenir au même groupe parce qu'ils vont avoir des grilles de salaire similaires, parce que leurs postes sont moins prestigieux et parce que ils ne commandent pas les autres. Voilà. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les groupes de référence. Le groupe de référence, ça va aller avec le sentiment d'appartenance. Et là, ça rejoint un petit peu ce que disait Marc avec la conscience de classe. Le sentiment d'appartenance, c'est votre volonté d'appartenir à un groupe. C'est par exemple, vous gagnez au loto, vous avez la volonté de vous intégrer au groupe social supérieur. Mais c'est pas gagné, parce que eux, ils n'auront pas forcément le sentiment que vous appartenez à un groupe. Si vous allez à une réunion du Lions Club, vous venez avec un baggy et un sweat à capuche, bon, ils sont tous en costume, ils vont vous regarder super bizarre et ils vont pas vous intégrer au groupe, parce que vous ne possédez pas leurs normes et leurs valeurs. Donc ça, c'est très important. Le sentiment d'appartenance, c'est également quelque chose qui va pousser les groupes sociaux inférieurs à imiter les groupes sociaux supérieurs. Fondamentalement, c'est ce qu'on voit dans Molière, le bourgeois gentilhomme, le mec qui essaie d'apprendre à peindre, qui essaie d'apprendre à danser, qui essaie d'apprendre à parler comme les nobles, qui s'habille comme un noble, mais si vous vous souvenez bien de la première vidéo, on est noble ou on n'est pas noble, donc il ne pourra jamais leur ressembler. Ça, c'est le sentiment d'appartenance. Je veux imiter, je veux ressembler au groupe social supérieur, parce que c'est un groupe de référence, parce que ils sont mieux que nous, en gros, donc il faut qu'on leur ressemble pour nous-mêmes avoir l'impression d'être mieux. Ensuite, on a notre dernier sociologue, c'est Pierre Bourdieu. Alors Pierre Bourdieu, c'est le plus récent, c'est pour ça qu'il est en dernier en même temps, et lui, il va encore changer. Lui, il va encore avoir une idée différente qui est un petit peu entre celle de Weber et celle de Marx. Pour lui, le capital va être ce qui va distinguer les groupes sociaux. Néanmoins, alors il va reprendre l'idée de Marx du capital matériel, physique, des revenus. Il garde ça, il n'y a pas de souci. Mais il va dire, en réalité, si on regarde bien, Weber il n'a pas tort, il n'y a pas que ce qu'on possède matériellement, il y a également notre capital social. Le capital social, pour les terminales, je vous renvoie au cours sur le réseau social. Hein, j'ai un capital social important, je connais plein de gens importants, j'ai besoin d'un service, j'appelle quelqu'un d'important, il me rend ce service. J'ai un grand capital social. Ou alors, je connais personne d'important, je n'ai pas d'amis, et dans ce cas-là, j'ai un faible, voire pas du tout de capital social. On a également le capital culturel. Le capital culturel, c'est quand je vous parlais du type qui a gagné à l'euro million et qui se pointe en survêt de jogging, c'est parce que il manque de capital culturel. Il n'a pas les normes et valeurs du groupe auquel il est en train d'accéder, donc il est rejeté. Ça ne marche pas. Vous lui montrez un tableau de Raphaël, il ne reconnaît pas que c'est un tableau de la Renaissance, du coup les autres membres ne l'acceptent pas. Et puis lui, il essaie désespérément de faire écouter du Gradure au type du Lions Club, et ils n'aiment pas le rap, ça marche pas non plus. Donc chaque groupe a ses normes et ses valeurs qui lui sont propres, qu'on doit assimiler. Ça, c'est Bourdieu. Donc le capital, c'est trois choses. C'est le capital monétaire, financier dont on dispose, mais c'est aussi le capital social, notre réseau d'influence, notre tissu social, mais c'est également notre capital culturel, les normes et les valeurs de notre groupe. Alors pour Bourdieu, toutes les classes vont également, enfin tous les groupes sociaux vont également chercher à se distinguer. On est tous dans une logique de distinction. Par exemple, un truc tout bête, moi par exemple, vous me voyez souvent porter des t-shirts de Star Wars, de Game of Thrones, c'est une manière d'affirmer l'appartenance à un groupe social, des gens qui aiment bien la science-fiction et l'heroic fantasy.
Je crois que je dois être le seul prof à faire ça. Du coup, c'est triste, je suis mal intégré. Je n'ai pas bien, mais je viendrai en costume demain. La logique de distinction, c'est vraiment ça. Voilà, vous portez un uniforme, un uniforme au sens être tous pareils, qui va vous permettre d'afficher votre appartenance à un groupe, de vous distinguer des autres. On est membre d'un groupe parce qu'on est reconnu par le groupe, mais également parce qu'on est différent des choses, de trucs qui fonctionnent ensemble. Dernière chose, Pierre Bourdieu, il va inventer un truc cool que vous verrez en philo qui s'appelle l'habitus de Pierre Bourdieu. Vous voyez, il a beau être sociologue, il fait aussi un petit peu de philosophie, et il invente l'habitus. L'habitus, c'est quoi? C'est une façon de parler, de penser, d'agir qui va être inculquée par votre milieu social d'origine. C'est ce qui va déterminer votre position sociale. Si vous êtes né dans une famille norvégienne, vous allez bien aimer les meubles Ikea. Ikea, c'est suédois, donc ça marche pas. Si vous êtes né dans une famille russe, vous allez bien aimer la nourriture russe, vous allez bien aimer les chants russes, vous allez bien aimer Vladimir Poutine, vous allez aimer les ours, vous allez aimer la Sibérie. C'est tout ce qui fait que ça va déterminer vos goûts et votre position sociale. Un autre exemple tout bête de l'habitus, pour ceux qui ont vu Titanic, c'est le moment où Jack il arrive dans le restaurant du Titanic de première classe, alors il a le costume et tout, on ne voit pas qu'il n'est pas au groupe social auquel, il n'est pas dans le groupe social auquel il appartient. Néanmoins, au moment de manger, donc il s'assoit, il regarde vers Molly Brown et il y a, je sais pas, 8 couverts, 8 fourchettes, 8 couteaux, 8 cuillères. T'as un mec qui lui sert, je sais plus, du caviar, je crois, du pâté, enfin un truc comme ça. Et il regarde désespérément vers son voisin de droite en train de lui demander, mais parmi les 30 couverts que j'ai sous les yeux, il faut que je prenne lequel là? C'est parce qu'il n'a pas l'habitus de Bourdieu. On ne lui a pas inculqué dans sa famille d'origine modeste que pour manger, il fallait utiliser d'abord le couvert qui était le plus à droite et qu'on allait comme ça pendant tout le repas jusqu'à atteindre l'assiette. Voilà, ça c'est l'habitus de Bourdieu. Ma façon de penser, ma façon d'agir, ce que je suis, le groupe social auquel j'appartiens, tout ça c'est déterminé par mon enfance dans ma famille. Un truc tout bête, moi mes 2 parents ils sont fonctionnaires, je suis fonctionnaire. Ça c'est l'habitus de Pierre Bourdieu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que... Dites-moi si vous aimez le fait qu'il y ait un petit peu plus de mise en scène, j'essaie de rendre ça un petit peu plus vivant, ou alors si vous préférez la formule d'avant qui était un petit peu plus scolaire pour voir... alors je m'adresse au terminal pour voir si ce qui vous aide le mieux pour assimiler le cours, pour prendre des notes et pour réussir votre bac. Hein, parce qu'oubliez pas, l'idée c'est de réussir votre bac. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une 3e vidéo et la fin de ce chapitre.